La Finlande, c'est le pays du Père Noël. Et moi, Yuko, je suis le reine du Père Noël. Je vis à Rovaniemi, le village du Père Noël, en Laponie, juste sur le cercle polaire. J'ai 5 ans. Il m'a fallu 2 ans d'entraînement pour apprendre à tirer le traîneau du barbu en rouge. On m'a choisi quand j'étais très jeune parce que j'étais déjà plus grand, plus fort et plus beau que les autres. Et parce que j'ai bon caractère. Ce matin du 24 décembre, les elfes et les trolls de service se donnent beaucoup de mal pour charger les cadeaux sur le traîneau. Et c'est moi qui vais tirer tout ça. Pff, quel métier! Heureusement que ce n'est pas tous les jours Noël. D'accord, avec mon harnachement, je vais avoir fière allure. Mais mes congénères, eux, vivent une libre vie de reine sauvage dans la forêt. C'est quand même ça la vraie vie d'un noble animal comme moi. Ils me caressent le dos. Ça me rappelle les piqûres de moustiques en été. En hiver, il n'y a rien de mieux que du bon lichen tout frais pour vous requinquer un renne déprimé. Allons-y, il fait moins 25 degrés. C'est la température idéale pour trotter. Profitons-en, il paraît que ça va pas durer. Le climat se réchauffe. La traversée du lac gelé est interminable. Un moment, j'écoute l'appel de la forêt. Oh, on est vraiment obligé d'aller les livrer, ces jouets. C'est la nuit de Noël. Nous avons livré tous les cadeaux. Les enfants sages et même les autres sont endormis. Le Père Noël retourne dans sa maison quelque part, au-delà des nuages. Noël est fini. J'ai retrouvé mon enclos jusqu'au prochain Noël. Je n'ai plus rien à faire qu'à attendre l'heure des repas. Je ne vais quand même pas passer ma vie comme ça. Ah, voilà Perty. Qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans? Burk, ce lichen est tout sec. Les autres s'en contentent. Mais je n'ai pas leur mentalité de ruminant, moi. Je veux du lichen frais et la liberté. Tiens, Perty n'a pas refermé la barrière. À moi les grands espaces. Le lac gelé, sans traîneau à tirer. Il n'y a rien à manger sur ce lac et j'ai un petit creux. Une troupe de jeunes et de femelles gratte la neige pour trouver de quoi se nourrir. À cette saison, la plupart des mâles ont perdu leur bois. Je suis une exception. Dans la nature, il faut faire des efforts pour trouver son repas, mais
le menu est nettement plus varié que dans mon enclos. Nous mangeons 300 espèces de plantes. Les loups, une meute affamée, guidée par son chef, rôde autour de nous. Quand ils auront fini leur dernier morceau d'élan, ils vont nous sauter dessus, c'est sûr. Le lynx les suit pour profiter des restes, mais je n'ai pas envie de leur servir de repas. Pétéré, un vieux mâle expérimenté, m'a fait comprendre qu'il valait mieux serrer les rangs. Pourtant, je suis bien équipé pour leur échapper. Je pèse 200 kilos. J'ai des bois redoutables et des sabots tout-terrain, avec des touffes de poils en dessous et entre les doigts. De vraies raquettes. Lui n'a pas couru assez vite. Cap au sud. Notre petit groupe rejoint un groupe plus important. Moi qui avais réussi à me débarrasser de mon collier, je vois qu'ici les autres emportent. Donc ces rennes qui semblent libres ont tous des propriétaires. Ce sont des animaux d'élevage, comme moi. Ça alors? En hiver, depuis quelque temps, la température est de plus en plus instable. La neige tombe, puis survient un redout. Il pleut. Alors la neige fond, puis le froid revient. Alors elle se transforme en couche de glace. Alors une nouvelle couche de neige tombe, puis fond, puis regèle, et cela finit par faire un millefeuille de glace incassable sous lequel notre lichen pourrit. Il devient même toxique. Décidément, la vie d'un renne n'est pas facile dans la nature. Quand le lichen du sol est inaccessible, nous nous rabattons sur celui des vieux arbres, mais il lui faut 50 ans pour pousser. Et les hommes ne lui en laissent plus le temps, car ils coupent les forêts de plus en plus jeunes. Il n'y a rien à manger sur les jeunes arbres. Pour nous compliquer encore la vie, en hiver, d'étranges visiteurs viennent piétiner notre lichen. Ils ont toujours l'air pressés, on les appelle des skieurs. Chez nous, on se souvient qu'on les a vus arriver vers 1950. Les premiers arrivaient de la ville en car pour passer la journée. À cette époque, c'était encore moi, le renne, le meilleur moyen de transport. En ce temps-là, je ne tirais pas seulement le traîneau du Père Noël, mais aussi celui du facteur. Quelques années plus tard, les skieurs ont trouvé fatigant de remonter les pentes à pied.
ils ont fait construire des équipements. Et nous, les rennes, nous sommes devenus les vedettes de courses de traîneau pour les touristes. À présent, de plus en plus de skieurs nous arrivent d'Europe du Sud. Là-bas, à cause du réchauffement climatique, certaines stations manquent de neige. Ici, en Laponie, ils sont sûrs d'en trouver. Tout ça nous ôte le lichen de la bouche et moi, qui rêvais de liberté et de pâturage sauvage, je rejoins le troupeau d'Osmo Sakinen pour me faire nourrir. En hiver, de plus en plus d'éleveurs nourrissent leurs troupeaux pour les garder près de chez eux. Cela leur permet de passer l'hiver au chaud dans leur maison au lieu de nous courir après dans la neige comme le faisaient leurs ancêtres depuis 400 ans. Mais 10% des rennes restent sauvages et vont où ils veulent. Moi aussi. Avec un petit groupe, nous nous dirigeons vers la frontière russe. Mais là, un nouveau danger nous tombe dessus. Le glouton, un redoutable petit mustélidé. Les grands corbeaux donnent l'alerte. Ils ont un œil infaillible pour détecter les rennes morts, même enfouis sous la neige. Voilà tout ce qu'il reste d'une femelle de mon groupe. Le glouton s'est laissé tomber sur elle du haut de l'arbre autour duquel nous étions regroupés. Arne Hatzinski est éleveur. Ce matin, il est appelé par les gardes qui viennent de trouver la carcasse d'un de ses rennes. Les traces du glouton sont toutes fraîches. Ce prédateur est capable de sauter dans la neige sans s'y enfoncer, ce qui n'est pas le cas des hommes ni des rennes. Les prédateurs tuent chaque année 3000 rennes en Finlande. Cette fois, la victime est un gros mâle. Les gardes ont déjà prélevé son collier, ses bois et ses oreilles, qui constituent sa carte d'identité. Arne et son association d'éleveurs toucheront une indemnité de 150% du prix de la viande, 150% car tous les animaux tués ne sont pas retrouvés. Le glouton a saigné sa proie et a consommé la viande jusqu'à ce qu'elle devienne trop dure sous l'effet du gel. Il reviendra chercher le reste au printemps, quand elle aura dégelé. Arne est furieux. Le loup, le glouton et l'ours font de plus en plus de dégâts, mais ce sont des espèces protégées. Il n'a pas le droit de leur tirer dessus. Il est 11 heures à la pendule du soleil, l'heure rituelle de la pause pour les éleveurs. La température est passée de moins 20 degrés à l'aube à moins 6. Il fait doux. Eiköhän mullekin sivutus on maistus. Loppu naru kesken, mutta perhana tuohon ne lippuun läpistää. Au menu, du thé et une spécialité locale un peu étrange. Ai-je bien entendu le mot viande? Les hommes seraient-ils carnivores?
ensin, kun alkoi. Le glouton est repu. Osmo a eu la peau de l'ours et des lynx qui attaquaient son troupeau. Pour obtenir l'autorisation de les tirer, il a dû remplir des kilomètres de formulaires. Mais à présent, les prédateurs contribuent au confort de sa maison. L'hiver est bientôt fini. Je me dirige vers le Grand Nord à la recherche du froid. Moi, le renne, j'aime le froid et j'y suis adapté. En plus de mes sabots fourrés, j'ai une épaisse fourrure de 1700 poils au centimètre carré. Ce n'est pas moi qui les ai comptés. Des poils creux, très isolants. Me voilà dans la toundra, une prairie sans arbres qui occupe tout le nord de la Laponie, à l'extrême nord de la Finlande. Sur ces immensités balayées en permanence par le vent, la neige est peu profonde et le lichen facile à atteindre. Il arrive pourtant que la neige le recouvre d'une carapace de glace. Deux fois par semaine, Visavalet et son cousin viennent nous ravitailler. Leur troupeau broute avec les autres sur un immense pâturage communautaire de plus de 60 km de côté qui appartient à leur association d'éleveurs. Visa possède 3000 rennes, mais notre territoire est si grand qu'il a parfois du mal à nous retrouver. Le bruit de sa motoneige et son cri nous font accourir. Notre liberté n'est qu'une semi-liberté. Une clôture nous empêche désormais, nous les rennes, de transhumer comme nous l'avons fait pendant des millénaires pour trouver notre nourriture en fonction des saisons. En hiver, nous mourrions de faim si nous devions nous contenter de la nourriture disponible dans la nature. Dans ce système, nous ne risquons plus la famine, mais nous ressemblons de plus en plus à des animaux domestiques comme les vaches ou les moutons. À cette saison, nous, les mâles, nous avons perdu nos bois. Du coup, notre prestige auprès des femelles en a pris un sérieux coup. Ces petites pestes ont gardé des leurs et nous houspillent méchamment. Les femelles dominantes font la loi. Elles composent 80% des troupeaux, les mâles seulement 20%. Les éleveurs conservent les femelles pour assurer un maximum de naissances. Ils disent que ça assure une meilleure rentabilité de leur troupeau. Rentabilité, je comprends pas ce qu'ils veulent dire.
Toutes les 3 heures, nous prenons le temps de ruminer. Visa a remarqué un faon de l'année dernière dont les oreilles ne sont pas encore marquées. Or, le marquage des oreilles est la seule façon pour un éleveur de prouver sa propriété sur le faon. Il appartient toujours au propriétaire de la mère. À cet âge, il reste toujours à côté d'elle. Il est donc facile à identifier. Mais ça ne va pas durer. Pour marquer le faon, il faut d'abord l'attraper. Le marquage des oreilles est indélébile, bien plus efficace qu'un collier qui peut toujours se détacher. Il existe 18 000 façons de découper les oreilles d'un renne, une pour chaque éleveur. L'opération n'est pas douloureuse. Okei, älä vielä laske. Cette année, le printemps arrive une fois de plus à la fin du mois de mars, avec 3 semaines d'avance. C'est une conséquence du réchauffement climatique. Les hivers sont de plus en plus courts, avec des températures de plus en plus instables. Et les printemps sont plus longs. À la pendule du soleil, on est le 25 mars à 9h moins le quart, en Carélie, de l'autre côté de la frontière russo-finlandaise. Palais, l'ours, s'est réveillé avec 3 semaines d'avance. Il a donc faim avec 3 semaines d'avance. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Russie annexe une partie de la Carélie, jusque-là finlandaise. Pour faire entrer les éleveurs nénets qui vivaient dans la région dans l'ère moderne, Staline les envoie avec leurs rennes dans les kolkhozes, à plusieurs centaines de kilomètres de là. Jos ne kelpaa sinulla, siihen mahtan mitään. Vain nuorena ollessa nättiä poikia rakasella pitää. Vain nuorena ollessa nättiä poikia rakasella pitää. À cette époque, de chaque côté de la frontière, les Sâmes en Finlande et les Nénètes en Russie vivaient encore à peu près comme au début de l'élevage du renne, au XVIIe siècle. Heilani sanoi, jota hauskaa olis, jos saisimme olla kahten. Mitähän tuosta tulisi, jos nekin mäntäis yhteen? Parin päivän perästä vetäisimme tukkaan uuttua. Parin päivän perästä vetäisimme tukkaan uuttua. Aujourd'hui, il n'y a plus de rennes dans les forêts russes bordant la frontière. Mais Staline n'a pas fait déménager les ours. Ils sont bien tranquilles. Du côté russe, les villageois sont rares et en plus, ils n'ont pas de fusil. Pour rejoindre la Finlande et ses succulents troupeaux de rennes, Palais n'a qu'à traverser la clôture de 600 km de longueur installée par les Finlandais le long de la frontière pour empêcher leurs rennes de passer en Russie, où ils finissent dans les casseroles. La clôture est équipée de passages en entonnoir pour permettre aux rennes égarés de revenir.
Les ours russes profitent de ces entonnoirs ou soulèvent tout simplement la clôture pour aller se ravitailler en Finlande, avant de retourner digérer tranquillement en Russie. Voilà l'été. Le lemming se faufile sous les souches pour échapper aux prédateurs à plumes de la toundra. Le lemming est un vrai garde-manger sur pattes pour le lab. Pour nous, les rennes, le 21 juin, premier jour de l'été, donne le signal du marquage des nouveau-nés. Les éleveurs ont poussé notre troupeau dans un grand enclos. Ils repèrent les mères qui appartiennent à chacun d'eux, grâce à leurs oreilles découpées à leur marque. Comme le faon reste collé à sa mère, il n'est pas trop difficile de savoir qui appartient à qui. À cette saison, nous avons piètre allure. Notre pelage mue, et bien que nos bois commencent à repousser à raison de 2 cm par jour, notre tête reste dégarnie un certain temps. En attendant d'être marqués aux oreilles, les jeunes reçoivent des numéros. En été, il y a tant de nourriture dans la toundra que nous n'avons plus besoin de rester groupés. Visa Valley passe de temps en temps voir si tout va bien, mais le bruit de son 4x4 nous fait fuir au lieu de nous attirer. En ce moment, nous n'avons pas besoin de lui pour manger. Le sol est tapissé de toutes sortes de bonnes choses. Du lichen, bien sûr, de délicieux bouleaux nains très rafraîchissants et beaucoup d'autres. En les digérant et en les dispersant ensuite dans la nature, nous contribuons à préserver les 300 espèces de plantes que nous mangeons. À ce régime, les faons nés au printemps grossissent de 5 kg par mois. Une semaine de printemps en plus, c'est donc 1 kg de plus sur la balance pour les jeunes rennes. À l'automne, ils pèseront plus de 25 kg. Le réchauffement climatique a parfois de bons côtés. Tout irait pour le mieux si ce réchauffement ne nous avait pas apporté la mouche des élans. Les scientifiques l'appellent l'Hypoptena cervi. Ce fléau, arrivé du sud-est, remonte vers le nord à raison de 5 km par an. Cette mouche minuscule se glisse dans notre fourrure et pond ses œufs sous notre peau. Les piqûres sont si douloureuses que ses victimes galopent jusqu'au sommet des montagnes afin que le vent qui souffle sur les crêtes les débarrasse de cette mouche. Chassés par la mouche, ceux-là ont dérangé le lab sur son nid. C'est un oiseau qui a mauvais caractère.
Il se charge de leur faire rebrousser chemin. Les courses vers les sommets sont exténuantes pour les vieux rennes. Certains en meurent d'épuisement. C'est décidé. Je pars vers la Norvège. Cette terrible mouche n'est peut-être pas encore arrivée là-bas. Pour voyager, rien ne vaut une bonne route goudronnée. C'est plein de courants d'air qui chassent les mouches et les moustiques. Et en Scandinavie, les automobilistes sont pleins de bonnes intentions à notre égard. Je vais rejoindre le Cap Nord, au nord de la Norvège, à 700 km au nord de Rovaniemi, sur le cercle polaire, mon point de départ en Finlande. La côte norvégienne est réputée pour ses pâturages d'été. Ici, on peut le dire, l'herbe est vraiment plus verte. Mais elle est aussi de plus en plus envahie par les humains. Il y a des maisons partout. Le climat est devenu plus doux. Ça incite les Norvégiens à s'y installer et à construire des résidences secondaires, en plein sur nos parcours de migration séculaire. Heureusement, il reste encore de la place et les clôtures ne nous intimident pas. Le Cap Nord. Le nord du nord de l'Europe. En face, il n'y a plus que l'océan Arctique, avec au loin la calotte glaciaire. Si le climat se réchauffe encore, je serai coincé ici. Au fil du temps, on en a fait du chemin. Autrefois, notre territoire s'étendait plus au sud, de la Pologne à l'Espagne en passant par la France. La preuve, en 1964, en cherchant des carrières de sable à Pincevent, en France, à l'est de Paris, des géologues mettent au jour les traces de ce que l'on a appelé la civilisation du Renne, les restes d'un campement magdalénien vieux de 12 300 ans. Il y a 12 300 ans, le climat traversait une phase de réchauffement. Mais à cette époque, la Grande-Bretagne était rattachée au continent. La Manche n'existait pas et ne pouvait donc pas adoucir le climat de l'Europe de l'Ouest. Les oscillations de la température étaient très importantes selon les saisons. Les hivers étaient extrêmement froids, ce qui nous convenait à nous les rennes. En revanche, les étés étaient comparables à ce qu'ils sont aujourd'hui en région tempérée. Des chasseurs nomades s'arrêtaient régulièrement ici pour y chasser le mammouth et le cheval. Mais surtout, ils me chassaient, moi, le renne. Il paraît qu'à cette époque, j'étais le pilier de l'économie de subsistance des Magdaléniens. Les Magdaléniens nous chassaient, se partageaient la viande et même la stockaient ici, en prévision des périodes hivernales. En tant que plat de résistance, je jouais donc un rôle important dans cette société. Je me demande si je suis toujours comestible. Plusieurs générations de chasseurs se sont succédées ici, comme en témoignent les couches géologiques. Elles conservent des traces de leur passage durant plus de 5 siècles. Il y a environ 12 000 ans, le climat se réchauffe. Nous quittons l'Europe du Sud et remontons vers la Scandinavie. Jusque-là, nous broutions la toundra à La Défense, le quartier d'affaires de Paris.
Nous y faisions nos petites affaires avec les mammouths et les chevaux sauvages. 4000 ans plus tard, les chasseurs de rennes qui nous avaient suivis sont installés sur la côte norvégienne. À Alta, les gravures rupestres témoignent qu'à cette époque, les hommes n'élevaient pas encore le renne. Ils se contentaient de le chasser, comme l'élan, l'ours, les oiseaux. Il y a 7500 ans, ces gravures se trouvaient au niveau de la mer. Elles sont aujourd'hui à plus de 40 mètres au-dessus, car après la fonte de la calotte glaciaire, la croûte terrestre allégée d'un gros poids s'est dilatée et le niveau de la Terre a monté. Aujourd'hui, comme il y a 7500 ans, on trouve des rennes, des élans, des ours, mais aussi des poissons et des pêcheurs au bord de l'océan Arctique. Au Cap Nord, la morue séchée s'empile sur les quais. Le Cap Nord, c'est la dernière étape de mon voyage. Je me suis installé près du campement d'été de Niels et Anna Zombie. Ce matin-là, Niels lance son yok, le chant traditionnel que tout éleveur Sam compose à l'adolescence et qui reste sa signature sonore tout au long de sa vie. À la différence des Finlandais, les Norvégiens accompagnent leurs rennes au bord de la mer en été. Je me demande bien pourquoi Niels attrape cette femelle. Le lendemain, j'aperçois les bois de la femelle accrochés là, avec d'autres. Les humains seraient donc toujours carnivores. Ils mangeraient leurs rennes, comme au temps de la préhistoire. Le destin nous aurait-il fait comestibles? Vais-je finir moi aussi dans leur assiette? Carpe diem. Je me dépêche donc de profiter de la vie et des pâturages du Cap Nord. Après un été à se gaver de la bonne herbe du bord de mer, les jeunes sont en pleine forme, bien gras, le poil luisant. Ils s'amusent comme des gamins. Grâce à des distributions de granulés, Anna entretient des liens d'amitié avec les grands mâles. Elle les habitue à reconnaître sa voix, car elle va avoir besoin d'eux pour guider son troupeau lors de la migration de retour vers le sud, dans quelques jours. Les autres mâles suivront ceux-là qu'elle pourra diriger de la voix. Niels, Anna et leurs rennes vont retourner passer l'hiver autour de la ville de Karasjok, à 230 km au sud. À l'approche de l'automne, le lemming se dépêche d'accumuler des calories. Nous aussi. Okay.
Début octobre, Niels donne le signal du départ. Son troupeau rejoint ceux d'autres éleveurs pour la traversée du bras de mer qui sépare le cap nord du continent. Les femelles dominantes et les vieux mâles guident le troupeau. Les reines se transmettent de génération en génération la connaissance de cet itinéraire ancestral de migration. Aujourd'hui, beaucoup d'éleveurs transportent leurs troupeaux en camion, directement du pâturage d'été au pâturage d'hiver. Niels et Anna préfèrent la méthode traditionnelle. Ils suivent leur troupeau qui marche à pied en faisant étape chaque soir avec lui. J'ai fait la connaissance d'Harry, un mâle de 8 ans expérimenté. Harry conduit vers le sud le harem de femelles et de jeunes qu'il a rassemblés en prévision de la saison d'accouplement. Elle commencera dans quelques semaines. Avoir un grand nombre de femelles assure son prestige auprès des autres mâles. Les jeunes qui traînent en route sont rappelés à l'ordre par leur mère. Chaque soir, Anna installe la tente traditionnelle. Elle passe la nuit près de ses rennes, comme l'ont fait ses parents avant elle. Niels emploie les moyens modernes pour accélérer le mouvement. Les mâles et leur harem se rassemblent pour constituer d'immenses troupeaux qui marchent tous dans la même direction. En route, je profite de toutes les bonnes choses que la nature met à ma disposition, en particulier les champignons, très nourrissants. Harry et moi avons décidé de fausser compagnie à Niels et Anna. Je ne veux pas mijoter dans leur casserole. Je préfère revoir ma Finlande. On n'a pas voyagé seul très longtemps. Un soir d'octobre, nous nous sommes retrouvés avec 2000 autres rennes dans un grand enclos au milieu de la forêt finlandaise. Le lendemain matin, il y a eu beaucoup de mouvements. Les humains s'affairaient. Certains faisaient des provisions de lichen. Et puis les hommes nous ont poussés tous ensemble dans un deuxième enclos.
Là, ils nous ont séparés en petits groupes et poussés dans un troisième enclos. Et de là dans un quatrième, où les éleveurs nous attendaient pour reconnaître leur propre reine et décider de leur sort. Harry appelle ça le grand rassemblement d'automne. Il paraît que notre vie se joue ce matin. No niin, sen verran kuulolla ennen kuin aloitetaan. Eli meillä on tuolla aivan uudet lukumiehet. Certains d'entre nous retrouveront la liberté, mais d'autres... Quatre solides gaillards m'ont empoigné et fait passer de force par cette porte. Je n'ai d'abord rien compris, mais c'était la bonne porte. Mikkola, Pasi, Ivalo ja Vai. Anni pane leimat. Vielä tämän talven, niin. No niin. Car il y avait une autre porte. Celle-là, c'est celle des jeunes mâles, bien gras, nés au printemps dernier. Les jeunes rejoignent des mâles et des femelles de 8 ou 9 ans, dont la carrière de reproducteur se termine ce matin. Car cette porte, c'est celle qui mène à l'abattoir. Ouf, j'ai eu la peur de ma vie. Il est 11 heures à la pendule du soleil. L'heure de la pause pour les éleveurs. Je n'ai jamais revu Harry. Il a dû passer par la mauvaise porte. Non, je ne veux pas finir comme cette viande de renne qui sèche sous le toit. Entre les loups, les ours, les skieurs, les routes, les maisons des humains, le réchauffement climatique et la boucherie, ça devient franchement difficile. Finalement, la vie d'un renne dans la nature n'est pas si agréable que ça. En revenant chez le Père Noël, je double mon espérance de vie. Un renne du Père Noël, cela vit jusqu'à 15 ans. Les hommes préfèrent amortir mes 2 ans d'éducation plutôt que de m'utiliser pour remplir leurs assiettes. Comme à chaque matin de Noël, nous partons chercher les jouets à distribuer. Finalement, je suis fier de faire quelque chose d'utile, apporter leurs cadeaux de Noël aux enfants sages. J'espère que cette tradition survivra au réchauffement du climat.